Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La conférence internationale des investisseurs a pris fin hier à Dubaï, capitale des Émirats arabes unis. La rencontre s'est tenue en présence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, au nombre desquels le président de la République, Alassane Ouattara. Elle a vu la participation de la commission de l'UEMOA, la Banque ouest-africaine de développement, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés publics. Ce conclave a tenu toutes ses promesses au regard des résultats obtenus. La Côte d'Ivoire, elle seule, a besoin de 4 600 milliards de francs CFA pour financer 10 projets intégrateurs sur les 17 sélectionnés par l'UEMOA dans le cadre du financement de la deuxième phase du programme économique régional. Des milliers de personnes sont employées dans les secteurs de l'artisanat et celui des petites et moyennes entreprises. L'artisanat à lui seul pèse 12% dans l'économie, mais ces deux secteurs sont aujourd'hui confrontés à d'énormes difficultés. Ces obstacles ont été évoqués lors d'une conférence de presse initiée par le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Mamadou Traoré, Francis Boifou. Les petites et moyennes entreprises PME et l'artisanat absorbent entre 4 et 5 millions de la population active ivoirienne. L'artisanat, c'est 12% du PIB. Nous estimons que ce chiffre est très en deçà de ce que nous voulons avoir comme contribution au niveau de l'économie nationale. Les PME représentent 20% du PIB. En ce qui concerne les autres pays qui sont émergents, qui sont développés, les PME sont jusqu'à 60 à 70% du PIB. Le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire explique cette faible contribution des PME à l'économie nationale par les nombreuses difficultés rencontrées. Comme problème, l'accès au financement, l'accès donc au marché public, au marché privé. On sait qu'il y a des problèmes de management vis-à-vis de ces chefs d'entreprise. Il y a toute une série d'éléments qui ont été clairement identifiés. À la conférence qu'il a animée, le docteur Joseph Boguifo a indiqué à la presse la nécessité de trouver définitivement des solutions à ces problèmes. Des problèmes qui seront au cœur des journées nationales de l'artisanat et des PME prévues les 16, 17 et 18 octobre prochains. Bientôt, un possible moyen pour freiner l'épidémie d'Ebola. Un vaccin expérimental vient d'être validé par des essais sur des singes. Selon ses auteurs, l'injection de ce vaccin expérimental permet une protection rapide et durable contre le virus Ebola chez des singes. C'est le résultat prometteur d'une étude publiée dimanche dernier. Ils restent très prudents, ces scientifiques américains. Le vaccin qu'ils développent contre Ebola a montré des résultats sur les chimpanzés. Place donc aux essais sur l'homme. Mais rien n'est gagné, rappelle-t-il. Il a été administré pour la première fois la semaine dernière à un être humain. Alors nous ne savons pas encore s'il est sûr et encore moins s'il sera efficace. 10 ans, c'est ce qu'il faut habituellement pour développer un vaccin. Et même si cette fois la recherche se fait à marche forcée, il existe des délais incompressibles. Ce qui aura un impact, c'est l'intensification majeure de la prévention par des méthodes classiques, bien définies et éprouvées. On espère qu'un vaccin pourra contribuer à cette prévention, mais à ce stade, il n'existe aucune garantie. Sur le terrain, face à l'urgence, la Sierra Leone s'apprête à prendre une mesure drastique. Le confinement de toute sa population pendant 3 jours la semaine prochaine. Objectif, localiser les malades et éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Au début, c'est un confinement de 3 jours, mais le gouvernement pourrait le prolonger. Si cela a un impact sur la propagation de la maladie, on pourrait peut-être continuer quelques jours. Cette mesure, certains, comme Médecins sans frontières, la jugent inefficace. D'autant que les structures manquent déjà cruellement de lits pour accueillir les malades. Les efforts pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire se multiplient. Le ministre chargé de la Défense s'est rendu récemment dans la région du Tchologo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour Paul Kofi Kofi de sensibiliser ses hommes au poste frontalier de Pogo et de l'Alé-Rabat au respect des mesures préventives prises contre la maladie. Abou Sanougou.
Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, sensibilise les forces de sécurité et de défense ainsi que la population à la prévention de la fièvre hémorragique Ebola dans la région du Tchologo. Première étape, le poste de contrôle de Pogo, qui fait frontière avec le Mali. Paul Kofi Kofi s'y est rendu pour apprécier le dispositif mis en place en vue de réduire les risques de contamination des forces de sécurité. À la tête d'une forte délégation composée du corps préfectoral, Paul Kofi Kofi s'est ensuite rendu au premier poste de contrôle frontalier de Zégoua au Mali pour inviter au respect des moyens préventifs. Deuxième étape, le poste de contrôle de l'Aleraba à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La vigilance est recommandée aux forces de sécurité qui, à ce jour, ont refoulé plusieurs personnes venant des pays endémiques. Au total, nous avons refoulé dans toutes les deux frontières 245 personnes à ce jour. À la salle de réunion de la préfecture de Ouangulu, Paul Kofi Kofi a exhorté les populations au respect des mesures prises par le gouvernement. Si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui au cas zéro d'Ebola, c'est bien parce que ce personnel aux frontières, à l'intérieur du pays, fait son travail correctement. Les consignes sont suivies et nous avons donné des instructions pour que la porosité ne soit pas un facteur de passage de personnel suspect avec la complicité des populations. Les populations des localités visitées s'engagent à accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Je prendrai toutes les dispositions pour aider mes frères ivoiriens pour que vraiment les mototaxis qui passent à Zégoua, qu'ils passent par la voie normale pour vraiment être contrôlés. Tout le monde est prêt pour travailler avec le gouvernement. Tout comme à Pogo, les forces ivoiriennes à l'Aleraba ont reçu du matériel sanitaire de protection et de contrôle, puis ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour l'objectif zéro cas Ebola en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont octroyé 55 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture et Massandje Touré, directrice générale du Conseil Café Cacao, ont remis le chèque à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Thérèse Kofi, Serge Kongome. Le virus Ebola poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest où il fait déjà plus de 2000 morts. Plusieurs actions de sensibilisation sont donc menées pour la lutte contre ce fléau. La direction générale du Conseil Café Cacao, en collaboration avec les partenaires de la dite filière, a remis des chèques d'une valeur totale de 55 300 000 francs CFA à la ministre de la Santé. Nos prières se joignent aux vôtres pour que ce fléau ne traverse pas nos frontières. Et nous avons estimé qu'il était notre devoir d'apporter notre modeste contribution à votre effort, à l'effort de tout le gouvernement. Raymond Goudou Kofi a remercié le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, et les différents donateurs de la filière Café Cacao. Ce chèque va contribuer à mener des actions comme la prévention. Ce montant nous va droit au cœur, n'est-ce pas? Et je me ferai fort d'en informer tout juste après Monsieur le Premier ministre. Cet argent va pouvoir permettre de protéger également tous les planteurs qui sont sur tout le territoire, qui sont à travers champs, qui côtoient en permanence tous les migrants, n'est-ce pas, qui traversent légalement ou illégalement nos frontières. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, rassure que le combat pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire est mené à un haut niveau. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est approprié la lutte. Un comité de veille a même été mis en place. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida veut lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile à travers le programme national de santé infantile et de la survie de l'enfant et le programme de santé de la reproduction. Il a initié récemment un atelier d'échange avec les professionnels des médias nationaux. Leur mission, donner une meilleure visibilité aux interventions en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Connaît par Gassoro, Léon Brou. Notre ambition est de construire avec vous, les amis de la presse, un réseau de professionnels des médias engagés dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. En ces mots, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, a expliqué le sens de l'atelier d'échange entre son département, des partenaires au développement et les médias nationaux.
la communication est vraiment un des premiers éléments qui permettent justement de faire passer les actions du gouvernement et d'être, vous êtes un peu les porte-parole au niveau du monde entier sur ce que vous dites et ce que vous écrivez. L'initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida bénéficie du soutien des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Face aux défis actuels en matière de réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, il est essentiel de faire non seulement un bilan des interventions menées à ce jour et d'analyser les couloirs d'étranglement, mais surtout d'adopter une approche stratégique et harmonisée de communication permettant de contribuer de manière efficace, efficiente et durable à la réduction de la mortalité chez la mère et l'enfant. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida estime à 614 le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances et 108 pour 1000 le taux de mortalité infanto-juvénile. N'Djamena, la capitale tchadienne, a accueilli hier le Salon international des technologies de l'information et de la communication. La rencontre se tient autour du thème TIC, moteur de développement durable. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président tchadien Idriss Déby Itno. Lansina Ouattara. Durant 4 jours, le Tchad devient la capitale africaine des technologies avec le CITIC, le Salon international des technologies de l'information et de la communication, un événement à l'échelle du continent pour discuter de la contribution des TIC au développement. Les actions matérialisant notre vision sont menées dans le cadre des programmes et projets structurants devant doter le Tchad des infrastructures et équipements appropriés, notamment la réalisation de la connexion physique des fibres optiques traversant l'Atlantique et la mer Rouge, ainsi que l'itinéraire Maghreb-Méditerranée, l'Afrique centrale, Afrique australe. Le maillage du territoire national grâce à un mix TIC entre les technologies des fibres optiques, satellitaires et Wi-Fi. Tout cela corroboré par le projet de création du Centre africain des technologies de l'information dont la construction est prévue dans l'enceinte de la Cité internationale des affaires. Plusieurs conférences et ateliers sur des problématiques variées comme la télévision numérique terrestre, TNT, le large band, la régulation des médias, le dividende numérique sont prévus avec la participation de chefs d'État, de l'Union internationale des télécommunications UIT, de ministres en charge des TIC et de spécialistes. Un autre pan du CITIC sera consacré aux projets propulsés par les jeunes innovateurs avec des démonstrations. À cet effet, à l'issue du salon, les jeunes Africains pourront bénéficier de la création du Centre africain des technologies de l'information CATI, véritable incubateur des TIC avec pour base le Tchad. Le centre à vocation africaine sera avant tout dédié aux jeunes en vue de promouvoir l'innovation et la production dans le domaine des TIC et de l'audiovisuel. L'ouverture du CITIC, une première en zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a été l'occasion de découvrir le savoir-faire des entreprises tchadiennes et celui des pays hôtes. Pour marquer un tournant dans l'évolution des TIC, le président Idriss Déby a procédé au lancement de la 4G LTE, au grand bonheur des Tchadiens de plus en plus enclins à utiliser les TIC dans leur quotidien. Direction le Brésil pour parler d'un scandale qui éclabousse la classe politique. Il s'agit du scandale Petrobras, une affaire de corruption qui intervient à 1 mois de la présidentielle au Brésil. Le scandale Petrobras éclabousse la classe politique brésilienne. À 1 mois de l'élection présidentielle, un ancien cadre de la compagnie pétrolière affirme avoir versé des pots de vin à des dizaines de députés et sénateurs. La présidente Dilma Rousseff tente de désamorcer cette bombe politique. Elle a demandé à la justice les noms des bénéficiaires présumés. Il n'y a aucune suspicion de corruption sur les membres du gouvernement. Personne au gouvernement n'est officiellement accusé. Il nous faut d'abord établir les faits. Puis je prendrai toutes les mesures nécessaires, toutes les mesures, et j'agirai fermement. La compagnie publique aurait financé les 2 partis politiques au pouvoir. 3 gouverneurs et les présidents du Sénat et de la Chambre des députés seraient sur la liste des corrompus.
Un scandale qui pourrait bénéficier à Marina Silva, principale menace pour Dilma Rousseff à la présidentielle d'octobre. La compagnie publique Petrobras est en train d'être détruite par des interférences politiques et par la corruption. Alors que nous nous battons pour accroître l'indépendance énergétique du pays, le peuple brésilien doit récupérer ce qui lui appartient. Dilma Rousseff joue sa réélection, même si un grand nombre de partis politiques brésiliens sont concernés par ce scandale. D'autant que l'économie brésilienne est en berne au lendemain du mondial de football. L'actualité en bref dans le monde à présent. Nous commençons par l'Ukraine où on en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident du vol MH17. C'est le premier rapport sur le crash du MH17, le vol de la Malaysia Airlines tombé dans l'est de l'Ukraine à la mi-juillet. Un rapport qui révèle que l'avion a été abattu par un grand nombre de projectiles à haute vitesse. Le Boeing a été littéralement disloqué en vol, précise le bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité. Un organisme qui écarte donc toute défaillance technique ou humaine. 298 personnes sont mortes. Le MH17 assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. L'Ukraine et les Occidentaux accusent les séparatistes pro-russes d'être à l'origine du crash. 7 morts et des dizaines de blessés à Sanaa, la capitale du Yémen. La police a tiré sur des manifestants qui tentaient de prendre d'assaut le siège du gouvernement. Les protestataires soutiennent la rébellion chiite. Depuis des semaines, ils campent dans la capitale et exigent le départ du gouvernement jugé corrompu. Derrière ce mouvement, une lutte d'influence avant l'organisation du pays en 6 provinces. Les chiites sont majoritaires dans le nord, alors qu'à l'échelle nationale, cela reste les sunnites. Explosion dans le métro chilien à Santiago. 14 personnes ont été blessées. L'acte n'a pas été revendiqué, mais le gouvernement le qualifie de terroriste. Les enquêteurs ont rapidement bouclé le secteur. L'explosion a eu lieu dans une zone commerciale de la station qui se trouve sur la ligne de métro la plus fréquentée de la capitale chilienne. Plusieurs heures d'affrontements à Jérusalem-Est entre des manifestants et les forces anti-émeutes. Ces heurts se sont produits après l'annonce de la mort d'un jeune Palestinien blessé quelques jours plus tôt par la police israélienne dans des circonstances incertaines. Le ministre israélien de la Justice a ouvert une enquête. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.